Dans les rues pluvieuses de Paris? Un soir d'automne où les lumières des réverbères dansaient sur les pavés humides? Émilie Laurent, l'héritière de l'empire pharmaceutique familial, prononça des vœux de mariage devant un officiant distrait dans une petite mairie du 18e arrondissement. Ce n'était pas l'amour qui la guidait, mais une urgence désespérée, échappée à l'union forcée que son père, un magnate conservateur, avait arrangé avec le fils d'un concurrent pour consolider leur fortune. Mais alors qu'elle échangeait un baiser froid avec sa nouvelle épouse, une femme qu'elle avait rencontrée à peine 2 semaines plus tôt dans un café bondé, Émilie ignorait que cette alliance de convenance allait plonger sa vie dans un tourbillon de trahison et de révélations qui la forcerait à questionner tout ce qu'elle croyait savoir sur l'amour, la loyauté et elle-même. Émilie avait toujours vécu dans l'ombre imposante de sa famille. À 28 ans, elle était la fille unique d'Antoine Laurent, un homme dont la richesse provenait d'une entreprise florissante, mais dont les valeurs étaient ancrées dans un traditionnalisme rigide. Le mariage est une affaire de stratégie. Pas de sentiments, lui répétait-il souvent. Ses yeux froids fixés sur elle comme sur un actif à optimiser. Émilie, avec ses cheveux châtains ondulés et ses yeux verts qui trahissaient une sensibilité profonde, avait passé son adolescence à réprimer ses inclinations naturelles. Elle avait compris tôt qu'aimer les femmes n'était pas une option dans son monde. Les soirées mondaines, les galas, tout était orchestré pour la projeter dans les bras d'hommes influents. Mais quand son père avait annoncé l'arrangement avec Philippe Moreau, un héritier arrogant qu'elle méprisait, quelque chose en elle s'était brisé. Elle ne pouvait pas supporter l'idée de cette vie étouffante, d'un mariage qui la réduirait à une pièce dans un puzzle familial. C'est ainsi qu'elle avait rencontré Sophie Moreau, ironie du sort. Un nom de famille similaire mais un univers à part. Sophie, 27 ans, aux cheveux noirs courts et aux yeux bruns perçants, travaillait comme serveuse dans un bistrot du quartier latin. Elle avait l'air d'une femme qui avait traversé des tempêtes, des cicatrices invisibles marquaient son expression. Un mélange de résilience et de mystère. Émilie l'avait approchée un soir, après avoir vu une annonce en ligne pour un mariage blanc, une pratique illégale mais discrète en France pour contourner les pressions familiales ou immigrées. Sophie, endettée jusqu'au cou après la faillite de son petit commerce d'artisanat, avait accepté l'offre, 50 000 € pour signer les papiers et disparaître ensuite. Pas de sentiments. Pas de complications, avait stipulé Émilie. Son cœur battant la chamade sous son manteau chic. Mais dès le premier regard, une étincelle inattendue avait jailli. Sophie n'était pas comme les autres, elle parlait avec une franchise brute. Racontait des histoires de voyages solitaires en Europe de l'Est. Et son rire, rare mais authentique, faisait fondre la glace autour du cœur d'Émilie. Les jours suivant le mariage furent un mélange d'euphorie et d'angoisse. Émilie emménagea Sophie dans un appartement discret à Montmartre, prétextant une amie en difficulté auprès de ses proches. Son père, furieux d'apprendre le mariage surprise, hurla au téléphone, « Tu as ruiné tout ce pourquoi j'ai travaillé. Divorcez immédiatement ou je te déshérite. » Émilie, tremblante, raccrocha, sentant pour la première fois le poids de sa rébellion. Sophie, de son côté, observait tout cela avec un détachement apparent. Mais ses nuits étaient agitées. Elle cachait un secret, avant de venir à Paris. Elle avait fui une relation toxique avec une femme possessive, une avocate influente nommée Claire, qui l'avait manipulée pendant des années. Sophie avait changé de nom, effacé ses traces. Mais Claire la traquait encore. C'est juste un contrat, se répétait Sophie. Mais les soirées passées à cuisiner ensemble, à discuter de livres et de rêves brisés, érodaient les barrières. Un soir, alors qu'elle partageait un verre de vin sur le balcon, Émilie confia ses peurs les plus profondes. J'ai toujours su que j'aimais les femmes. Mais ma famille.
Ils me voient comme une extension de leur empire. Sophie posa sa main sur la sienne. Un geste simple qui envoya des frissons le long de son bras. Et si on transformait ce mensonge en quelque chose de vrai, murmura Sophie. Ses yeux brillants sous les lumières de la ville. Émilie recula. Paniquée. Était-ce de la manipulation? Ou l'amour naissant? Elle ne savait pas encore que cette question allait déclencher une chaîne d'événements destructeurs. La pression familiale s'intensifia. La mère d'Émilie. Une femme effacée mais complice des manigances de son mari, l'invita à un déjeuner tendu dans leur hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine. Ton père est malade du cœur? Émilie. Ce caprice pourrait le tuer. Les mots frappèrent comme des poignards. Émilie rentra chez elle. Effondrée. Pour trouver Sophie en train de fouiller dans ses papiers. Qu'est-ce que tu fais? Demanda-t-elle. La voix tremblante. Sophie se redressa. Un dossier à la main. Je vérifiais juste. Pour nous protéger. Mais Émilie sentit un doute s'insinuer. Était-ce vraiment un hasard que Sophie ait accepté si vite? Les semaines passèrent. Et la relation évolua en un mélange précaire d'affection et de suspicion. Émilie. Pour la première fois. Explorait son identité sans chaîne. Mais chaque appel de son père ravivait la culpabilité. Sophie. Quant à elle. Recevait des messages anonymes, je sais où tu es. Claire approchait. Un jour. Lors d'une dispute. Sophie avoua une partie de son passé, j'ai fui une vie qui m'étouffait. Comme toi. Émilie. Touchée. L'embrassa passionnément leur premier vrai baiser. Chargé d'émotions refoulées. Mais ce moment de vulnérabilité ouvrit la porte à des doutes plus profonds. Le lendemain du baiser, Émilie se réveilla avec un mélange d'exaltation et de terreur. Sophie dormait encore. Son visage apaisé contrastant avec les tourments qu'Émilie imaginait en elle. Que ai-je fait? Se demanda-t-elle en se glissant hors du lit. Elle descendit dans les rues animées de Montmartre. Acheta un café et un croissant. Essayant de rationaliser. Ce n'était pas censé être réel, c'était une échappatoire. Pourtant, la société française, malgré ses avancées sur les droits LGBT, portait encore des jugements subtils, surtout dans les cercles élitistes comme le sien. Ses amis, des héritiers et des professionnels, la regardaient déjà de travers lors des dîners. Un mariage impulsif? Avec une serveuse, murmurait-il. Émilie sentait le poids des regards. Des rumeurs qui se propageaient comme un virus. De retour à l'appartement, elle trouva Sophie en train de préparer le petit déjeuner. On doit parler, dit Émilie. Son ton ferme masquant son tumulte intérieur. Sophie posa les assiettes. Ses yeux évitant les siens. De quoi? Émilie hésita. Puis lâcha, de ton passé. Pourquoi as-tu accepté si vite? Sophie s'assit. Soupirant. J'avais des dettes? Oui. Mais aussi. J'ai vu en toi quelqu'un comme moi. Perdu. Elle raconta une enfance difficile à Lyon. Une mère alcoolique. Un coming out rejeté. Émilie. Émue. Se rapprocha. Mais au fond d'elle, un doute persistait, Sophie semblait trop parfaite dans sa vulnérabilité. La famille Laurent ne lâcha pas prise. Antoine organisa une réunion d'urgence au siège de l'entreprise. Un bâtiment moderne dans le quartier de la Défense. Émilie y alla seule, laissant Sophie derrière. Son père, assis derrière un bureau massif, la fixa avec un mélange de colère et de déception. Cette femme, Sophie Moreau. Nous avons enquêté. Elle n'est pas qui elle prétend. Il poussa un dossier vers elle, des photos, des rapports.
Sophie s'appelait en réalité Anna Duval. Et elle avait un casier pour escroquerie mineure des dettes impayées. Une plainte pour vol d'identité. Émilie blêmit. C'est impossible. Mais les preuves étaient là. Irréfutables. Son père ajouta, divorce. Ou je coupe tout. Et je la fais expulser si nécessaire. Émilie rentra furieuse. Confronta Sophie. Anna Duval? Qui es-tu vraiment? Sophie ou Anna s'effondra en larmes. Je t'ai menti pour me protéger. Claire? Mon ex? M'a ruinée. Elle est avocate? Elle a des connexions. J'ai changé de nom pour recommencer. Émilie. Trahi. Hurla, et moi? J'étais juste un moyen pour de l'argent? Sophie nia. Mais les mots sonnaient creux. Elles passèrent la nuit séparées. Émilie sur le canapé, luttant contre des larmes de rage et de chagrin. Le lendemain, elle décida de vérifier par elle-même. Elle engagea un détective privé. Un homme discret recommandé par un ami. Les résultats arrivèrent vite, Sophie avait en effet fui Claire. Mais il y avait plus. Claire affirmait que Sophie l'avait volée, emportant des bijoux et de l'argent lors de sa fuite. La tension monta d'un cran quand Claire contacta Émilie directement. Un appel anonyme, votre femme est une menteuse. Rencontrez-moi. Émilie, curieuse et effrayée, accepta un rendez-vous dans un café près de la Seine. Claire était une femme d'une quarantaine d'années, élégante, avec un regard acéré. Anna-Sophie pour vous m'a détruite. Elle a profité de mon amour pour me saigner financièrement. Elle montra des preuves, des transferts bancaires, des messages. Émilie, choquée, rentra chez elle pour une nouvelle confrontation. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Sophie admit, j'avais peur de te perdre. Mais Émilie sentit une manipulation plus profonde. Était-ce de l'amour? Ou un calcul? Malgré tout, l'attraction persistait. Elles firent une trêve précaire, décidant de naviguer ensemble les eaux troubles. Émilie défia son père lors d'un dîner familial tendu. C'est ma vie. Pas la vôtre. Antoine, rouge de colère, claqua la porte. Sa mère pleura, pense à nous. À l'héritage. Émilie rentra épuisée. Trouva Sophie en train de pâquer. Je pars. Pour ne pas te détruire. Émilie la retint, non. On affronte ça ensemble. Elles s'embrassèrent. Un mélange de désespoir et de passion. Mais ce choix scella un pacte fragile. Ignorant les tempêtes à venir. Les jours suivants furent marqués par des actes de rébellion. Émilie coupa les ponts avec certains amis jugés toxiques. Se rapprocha de communautés LGBT à Paris. Sophie, de son côté, affronta Claire légalement, déposant une plainte pour harcèlement. Mais Claire contre-attaqua, révélant des détails intimes sur leur relation passée, des photos volées qui circulèrent en ligne. Émilie vit son nom traîner dans la boue, l'héritière lesbienne et son escroc d'épouse. Les médias s'emparèrent de l'affaire, amplifiant les préjugés. Émilie perdit des contrats professionnels. Son père gela ses comptes. Au milieu du chaos, Émilie et Sophie trouvèrent des moments de solace. Une promenade nocturne le long des Champs-Élysées. Main dans la main. Défia les regards désapprobateurs. On est plus forte ensemble, murmura Sophie. Émilie acquiesça. Mais intérieurement, elle luttait contre la paranoïa. Chaque appel inconnu la faisait sursauter, chaque silence de Sophie ravivait les doutes. La société française, progressiste en surface, révélait ses fissures, des commentaires homophobes en ligne, des amis qui s'éloignaient. Émilie,
Autrefois confiante, se sentait isolée, questionnant ses choix. Ai-je sacrifié ma famille pour une illusion? La crise culmina lors d'une audience au tribunal. Claire poursuivait Sophie pour vol, et Émilie fut appelée à témoigner. Debout dans la salle austère du palais de justice, elle fixa Sophie. Pâle et tendue. Dites-nous, Madame Laurent, saviez-vous pour le passé de votre épouse, demanda l'avocat de Claire. Émilie hésita. Puis répondit, je sais qu'elle a fui une relation abusive. Claire est la vraie manipulatrice. Un murmure parcourut la salle. Sophie la regarda avec gratitude. Mais Émilie paya cher, son témoignage exposa sa vie privée, alimentant les tabloïds. À la sortie, son père l'attendait. Tu as choisi ton camp. Adieu. Il partit, la laissant brisée. Rentrée à l'appartement, Sophie la serra dans ses bras. Merci. Mais Émilie explosa, tout ça pourquoi? Pour des mensonges? Sophie avoua enfin tout, elle avait effectivement pris de l'argent à Claire. Mais pour échapper à des violences physiques. C'était de la survie. Pas du vol. Émilie, choquée, recula. Tu m'as utilisé comme bouclier. La dispute dégénéra en cris, en larmes. Sophie partit cette nuit-là, laissant une note, je t'aime, mais je te détruis. Seule, Émilie affronta les conséquences. Son entreprise familiale la licencia, prétextant un conflit d'intérêts. Elle se tourna vers des associations LGBT pour du soutien, rencontrant d'autres femmes avec des histoires similaires. Une thérapeute l'aida à explorer ses conflits intérieurs, la culpabilité envers sa famille, la peur du rejet social, l'amour naissant pour Sophie. Les choix ont un prix, dit la thérapeute. Émilie hocha la tête, réalisant qu'elle avait sacrifié sa sécurité pour l'authenticité. Des semaines plus tard, Sophie revint, suppliante. J'ai réglé avec Claire. Elle abandonne les poursuites. Elles se réconcilièrent, mais la confiance était ébranlée. Émilie décida de poursuivre son père en justice pour contrôle abusif. Une démarche rare mais symbolique. Le procès familial fit les gros titres, exposant les dynamiques toxiques des élites. Émilie gagna partiellement, un fonds indépendant, mais perdit le lien avec ses parents. C'est le prix de la liberté, se dit-elle. Pourtant, des fissures persistaient. Sophie reçut une offre d'emploi à Marseille, loin de Paris. Viens avec moi, proposa-t-elle. Émilie hésita, quitter sa ville. Ses racines? Elle accepta. Mais en route, un appel changea tout. Claire, vindicative, avait envoyé des preuves falsifiées à la presse, des allégations de complot entre Émilie et Sophie. Le scandale explosa. À Marseille, sous le soleil méditerranéen, Émilie et Sophie tentèrent de reconstruire. Un petit appartement près du Vieux-Port, des promenades sur la plage. Mais les ombres du passé les suivaient. Émilie, hantée par les articles diffamants, devint paranoïaque. Et si c'était vrai? Si tu m'avais manipulée depuis le début? Sophie, blessée, riposta, après tout ce qu'on a traversé. Leur relation devint un champ de mine. Chaque mot un potentiel explosif. La société amplifiait leurs tourments. À Marseille, plus conservatrices que Paris, elles affrontaient des regards hostiles, des murmures dans les cafés. Émilie, autrefois privilégiée, goûtait à la marginalisation. Elle rejoignit un groupe de soutien pour femmes lesbiennes, partageant ses peines. L'amour vrai demande des sacrifices, dit une membre.
Émilie réfléchit, avait-elle sacrifié trop? Un jour, un détective engagé par son père livra un dossier final. Sophie avait eu d'autres relations similaires? Des mariages blancs avec des femmes vulnérables. Émilie confronta Sophie une dernière fois. C'était pour survivre. Avant toi. C'était différent. Mais Émilie. Le cœur brisé? Demanda le divorce. Je ne peux plus faire confiance. Sophie partit en larmes, laissant Émilie seule avec ses regrets. La procédure de divorce fut douloureuse, exposant leurs intimités au tribunal. Émilie gagna, mais perdit une partie d'elle-même. Elle rentra à Paris, tenta de renouer avec sa famille. Son père, affaibli par une crise cardiaque, accepta une rencontre. J'ai eu tort, admit-il faiblement. Mais Émilie refusa la réconciliation totale, vous m'avez forcé à choisir. Elle choisit l'indépendance, lançant sa propre start-up en biotechnologie, aidant les communautés marginalisées. Des mois plus tard, elle apprit que Sophie avait été arrêtée pour fraude mineure liée à Claire. Émilie, partagée, envoya un avocat anonymement. Pourquoi, se demanda-t-elle. C'était la compassion? Ou un amour résiduel? Elle réfléchit à ses choix. Avait-elle été naïve? Ou courageuse? La vie continua, marquée par des leçons amères. Émilie s'engagea dans l'activisme LGBT, parlant de ses expériences pour aider d'autres. Mais les cicatrices restaient, la trahison, la perte, la quête d'identité. Émilie, maintenant 29 ans, se tenait sur un podium lors d'une conférence à Paris sur les droits des femmes LGBT. Nos choix définissent qui nous sommes. Mais à quel prix, demanda-t-elle à l'auditoire. Les applaudissements résonnèrent. Mais intérieurement, elle revivait les tourments. Sophie, libérée sous caution, l'avait contactée, pardonne-moi. Émilie ignora. Mais le doute persistait. Sa mère, repentante, vint la voir. Ton père regrette. Émilie secoua la tête, trop tard. Elle construisait une nouvelle vie. Avec des amis loyaux, un travail épanouissant. Pourtant, les nuits solitaires ramenaient les souvenirs, le premier baiser, les disputes, les révélations. Un soir, Claire apparut à sa porte. Sophie était innocente. C'était moi qui mentais. Stupéfaite, Émilie écouta. Claire avait fabriqué des preuves par jalousie. Pourquoi maintenant? La culpabilité. Émilie, furieuse, la chassa. Mais appela Sophie. Viens. Elles se retrouvèrent dans le même café où tout avait commencé. Je t'ai blessée, dit Sophie. Émilie répondit, et moi? Je t'ai jugé trop vite. Elles parlèrent des heures, dénouant les nœuds du passé. La réconciliation fut lente, marquée par la thérapie, la transparence. Émilie affronta sa famille une dernière fois, imposant ses termes, acceptation ou rien. Son père, changé par la maladie, céda. Mais le bonheur était teinté d'amertume. Elles s'installèrent ensemble. Mais les cicatrices des trahisons, des pressions sociales, restaient. Émilie se demanda si l'amour valait tous ses sacrifices. Était-ce juste de pardonner une trahison pour poursuivre un amour authentique?